Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis David Michonneau, alors je connais certains d'entre vous. Je suis hématologue à l'hôpital Saint-Louis dans le service d'hématologie greffe, où je m'occupe principalement des complications associées à la greffe. Et puis depuis une dizaine d'années, je travaille également au laboratoire de recherche qui était initialement dirigé par Gérard Saussier et dont j'ai repris la direction depuis janvier 2025. Donc on va essayer de vous présenter aujourd'hui une nouvelle thématique de recherche qu'on développe au laboratoire, qui n'était pas développée à Saint-Louis auparavant et qui était vraiment une volonté de Régis, puisqu'il y avait toute cette composante clinique à Saint-Louis et toute cette expertise clinique autour de l'aplasie, mais pas encore de recherche fondamentale. Et donc c'est quelque chose qu'on a essayé de développer depuis maintenant un petit moment. Alors ici, vous avez l'organigramme de notre équipe. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait globalement. Et puis ensuite, Sophie vous présentera plus en détail son projet de recherche qui est vraiment directement concentré sur l'aplasie. Et donc vous voyez que c'est une équipe qui s'intègre à l'UMR 1342. Donc c'est une énorme unité de recherche à Saint-Louis qui regroupe une vingtaine d'équipes de recherche, qui est dirigée par Jean Soulier et qui est intégrée à ce qu'on appelle l'IHU, Institut Leucémie Saint-Louis. Donc l'IHU, c'est un énorme regroupement d'unités cliniques et de recherche qui s'intéresse à la recherche sur la leucémie en général, mais également sur tous les problèmes de santé qui peuvent amener à développer une leucémie, donc aussi des états qui favorisent l'apparition des leucémies, dont fait partie malheureusement l'aplasie médulaire. Et donc vous voyez qu'au sein de l'équipe, on a plusieurs axes. Historiquement, notre premier axe de recherche, ça a été l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, et on continue de s'intéresser à ce sujet, et notamment à toutes les complications qui peuvent survenir au décours de la greffe. Il y a deux complications principales. La première, c'est la réaction du greffon contre l'hôte, la GVH, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler si vous avez entendu parler de la greffe. Et puis la deuxième complication à laquelle on s'intéresse également beaucoup, c'est la rechute des maladies hématologiques et qui fait partie de nos axes de recherche actuels. On a un deuxième axe qui vient d'être développé maintenant depuis quelques mois, qui est l'aplasie médulaire acquise et l'HPN. Et cet axe de recherche, c'est vraiment la volonté de passer de l'expertise clinique au laboratoire pour essayer de mieux comprendre cette maladie, que vous connaissez bien malheureusement, pour développer des nouveaux traitements, des nouveaux outils diagnostiques ou thérapeutiques. Et donc, au sein de ce groupe de travail sur l'aplasie médulaire, vous voyez qu'il y a des noms que vous connaissez déjà, comme Régis Peffot de la Tour, qui nous apporte son expertise clinique. Également les pédiatres, Jean-Hugues Dalle et Thierry Leblanc, qui sont complètement intégrés à cette équipe de recherche. Sophie Legrand, qui est hématologue, qui a été formée à Toulouse, qui a fait son master dans le laboratoire et qui maintenant fait sa thèse de sciences avec nous et qui va vous parler ensuite de son projet. Et deux ingénieurs, Margot Fernandez et Gwendoline Marguerite, Gwendoline étant bioinformaticienne. Donc on a un troisième axe de recherche qui concerne une thématique complètement différente, qui sont le développement des CAR T-cells et des CAR-mates, qui sont des cellules qui peuvent être utilisées en thérapeutique pour traiter des cancers ou des leucémies. Et vous voyez qu'à cet organigramme qui regroupe donc des chercheurs, des médecins, des ingénieurs, on a également un lien très fort avec le centre de référence des aplasies médulaires et la filière Marie, où vous retrouvez un certain nombre de noms déjà connus, que j'ai déjà cités, puis également Isabelle Brindel, Julie, Linda, Isabelle, qui sont des personnes qui au quotidien travaillent dans ce centre et vont faire le lien entre les données des patients, les échantillons biologiques et ce que nous, on va pouvoir ensuite faire en termes de recherche. Et puis, il y a une dernière partie qui est la coordination entre le laboratoire de recherche et l'hôpital. Alors, si maintenant on s'intéresse un peu plus spécifiquement à cette thématique de recherche dont je viens de vous parler, je vous ai mis ici les photos des gens pour que vous puissiez mettre des visages sur les noms que vous voyez. Donc là, vous avez Sophie, que vous allez entendre tout à l'heure, et puis Gwendoline et Margot, qui sont deux ingénieurs qui travaillent au quotidien sur l'aplasie, sur les leucémies, sur la greffe, et qui ont été complètement recrutés pour ce travail. Gwendoline étant bioinformaticienne, elle s'occupe de tout ce qui va être analyse, et Margot est beaucoup plus aux expériences, aux manips, à la paillasse. Et donc on a trois grands projets actuellement autour de la thématique aplasie et allogreffe. Le premier projet, c'est un projet que Sophie a conduit lorsqu'elle était en master. Elle a commencé à s'intéresser aux complications d'allogreffe, et notamment on s'est posé la question de savoir pourquoi certains patients développaient ce qu'on appelle de la réaction du greffon contre l'hôte, c'est-à-dire une réaction dans laquelle le greffon s'attaque au patient qui a été greffé et attaque ses tissus sains. Et on sait que cette réaction, elle est grave, elle peut être traitée par des corticoïdes, mais dans à peu près un cas sur deux, les patients vont être résistants aux corticoïdes. Et donc ça, c'était une question qu'on n'arrivait toujours pas à résoudre. Et ce que Sophie a fait, c'est qu'elle a développé
au cours de son master des approches technologiques qui sont des approches modernes. Alors je vous en parle parce que justement elle va les utiliser maintenant dans l'aplasie, qui consiste à analyser toutes les cellules du système immunitaire une à une et à analyser à la fois les marqueurs que ces cellules expriment, mais également tous les gènes qui sont exprimés dans chaque cellule individuellement. Donc on s'intéresse à des milliers de cellules simultanément, et pour chacune des cellules, on sait précisément quel gène va être exprimé, quel gène ne va pas être exprimé. Donc ça nous permet ensuite d'analyser le système immunitaire de façon très globale, plutôt que de se focaliser uniquement sur une petite population ou un versant de la réponse immunitaire. On regarde simultanément l'ensemble des cellules immunitaires, la façon dont elles communiquent entre elles, dont elles se coordonnent, et on peut comme ça aboutir à un schéma, alors qui est un peu compliqué, je ne vais pas vous détailler, mais qui permet de comprendre ce qui se passe dans la GVH lorsqu'elle est résistante aux stéroïdes. Et pour résumer ce qu'on a pu montrer avec Sophie au cours de ce travail, qui a d'ailleurs été soutenu par votre association, c'est que dès le début de la GVH, on a déjà des gènes qui sont exprimés dans les cellules qui font qu'on sait déjà que les patients vont être résistants aux corticoïdes. On n'a même pas commencé à mettre en place le traitement, que la réponse immunitaire est déjà différente chez les patients qui vont être résistants aux corticoïdes. Donc ça, c'est un espoir énorme pour les patients et puis pour les chercheurs et les médecins, parce que ça veut dire que très tôt, on pourrait identifier à partir de ces signatures qui sont les patients qui vont résister aux corticoïdes et donc mieux adapter leur traitement. Donc ça a été un premier projet et on continue de travailler sur ce sujet. Actuellement, on est en train de confirmer ces données dans une nouvelle cohorte de patients. Et avant de passer à l'aplasie, on a un deuxième projet qui est un peu dans le même état d'esprit, qui s'intéresse à l'autre complication de la greffe, et c'est la rechute. La rechute des maladies hématologiques, qui est une des principales complications de l'allogreffe, et qui est même malheureusement la première cause de mortalité après une allogreffe. Alors ça concerne un petit peu moins l'aplasie, puisqu'on parle de rechute des maladies cancéreuses, des cancers du sang, mais un des projets qu'on a mis en place dans le laboratoire, ça a été justement de combiner les compétences de Gwendoline, qui est bioinformaticienne, de Margot, qui fait beaucoup de cytométrie, c'est-à-dire qui va analyser les populations immunitaires, et des autres personnes de l'équipe, pour essayer, en collaboration avec une équipe de mathématiciens, de modéliser ce qui se passe de façon dynamique dans le système immunitaire, c'est-à-dire comment le système immunitaire qui est présent initialement dans le greffon va évoluer après la greffe, comment au cours du temps il évolue, et si on est capable d'identifier à partir de ces différents profils d'évolution qui sont les patients chez qui la réponse antitumorale va être perdue et qui vont malheureusement rechuter de leur maladie hématologique. Et donc l'objectif principal de ce projet, là, qui est le projet numéro 3, c'est de mettre en place des modèles mathématiques prédictifs qui permettraient de mieux identifier ces patients pour leur proposer très tôt, avant même que la rechute soit arrivée, un traitement adapté qui permette d'éviter justement que la rechute survienne en jouant sur les paramètres immunologiques et métaboliques qu'on identifie et qu'on étudie dans ce projet. Alors le dernier projet, et ça a découlé donc de toute cette expertise qu'on avait accumulée depuis pas mal d'années et que Régis connaissait, ça a été de se dire maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer, avec toute la force clinique qu'on a à Saint-Louis, avec le centre de référence, toutes les collections qui sont mises en place, essayer d'utiliser ces approches, qui sont des approches innovantes, pour comprendre ce qui se passe au cours de l'aplasie et au cours de l'HPN. Et donc ça, c'est le nouvel axe de recherche qu'on a développé. Alors, on avait prévu de vous réintroduire un petit peu ce qu'est l'aplasie et l'HPN. Malheureusement, je pense que vous le connaissez déjà, mais juste pour resituer un petit peu le contexte, vous savez que l'aplasie médulaire, c'est une des pathologies qu'on soigne à Saint-Louis, on est centre de référence, et c'est caractérisé ici, vous voyez, quand on fait une biopsie ostéomédulaire, au microscope, ça ressemble à ça. On a une carotte d'os, l'os apparaît en rose ici, et entre ces travées osseuses, vous voyez qu'il y a des zones ici qui mélangent du blanc et des petites cellules. Le blanc, c'est du gras. Et toutes les petites cellules qu'on voit entre les travées osseuses, c'est les cellules souches hématopoïétiques. Et ces cellules souches hématopoïétiques, vous voyez que chez un sujet qui est en bonne santé, elles sont très nombreuses. Elles remplissent toutes ces loges qu'il y a au niveau de l'os. Donc l'os, c'est vraiment poreux, hein, c'est comme une éponge un peu durcie. Et ça, c'est la même carotte osseuse d'un patient atteint d'aplasie médulaire. Vous voyez que toutes les petites zones roses entre les os ont disparu, il n'y a plus que du gras. Il n'y a quasiment plus aucune cellule. Et il reste ici quelques précurseurs hématopoïétiques qui pourront reconstituer la moelle quand on va traiter le patient avec des immunosuppresseurs, et beaucoup de cellules immunitaires. Des cellules immunitaires qui justement détruisent les cellules souches hématopoïétiques. Alors l'aplasie médulaire acquise, c'est une pathologie qui s'intègre en fait à tout un groupe de maladies qu'on appelle les bone marrow failures, c'est-à-dire les insuffisances médulaires. Et ces insuffisances médulaires, elles peuvent être liées à des maladies génétiques parfois, et c'est ce qui est représenté ici
Sur la gauche, on a la maladie de Fanconi, les dyskératoses congénitales. On a plusieurs maladies génétiques qui ont été identifiées qui prédisposent à l'apparition d'aplasie médulaire. Et généralement, dans ces cas-là, on sait qu'il y a un gène qui est muté, qui normalement a un rôle à jouer dans l'hématopoïèse, dans la production des cellules du sang. Et lorsque ce gène est déficient, la production des cellules sanguines ne va pas se faire correctement. On va évoluer plus ou moins rapidement vers une aplasie médulaire. L'aplasie médulaire acquise, et vous voyez qu'elle est extrêmement liée à l'HPN, puisque c'est deux maladies qui sont quasiment indissociables. L'aplasie médulaire acquise, c'est une maladie immunologique. C'est une maladie dans laquelle le système immunitaire se retourne contre le patient et attaque sa propre moelle osseuse. Et en attaquant sa propre moelle osseuse, en fait, il va détruire toutes ces cellules souches qui, normalement, sont là pour produire les cellules du sang, qui vont disparaître du fait de cette attaque immunitaire. Alors actuellement, le lien entre l'aplasie et l'HPN, ça reste quelque chose qu'on connaît très bien sur le plan clinique. On sait que c'est deux maladies qui sont très souvent associées. Les patients qui ont une aplasie ont très souvent un clone HPN. Les patients qui développent une maladie HPN ont très souvent un petit degré d'aplasie médulaire, plus ou moins marqué, associé. Mais la raison de cette association reste encore mal comprise. Pourquoi est-ce que cette maladie, qui est l'hémoglobine uriparoxystique nocturne, qui est une maladie liée à une mutation précise d'un gène qui s'appelle PIGA, est associée à cette autre maladie qui est une réponse immunitaire dirigée contre la moelle osseuse? Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas actuellement. Et malheureusement, le risque évolutif de l'aplasie médulaire, quand on n'a pas de greffe, c'est d'évoluer dans 10, 15, dans certaines études peut-être 20% des cas, vers une maladie comme un syndrome myélodysplasique, voire une leucémie aiguë. Et ça, pour nous, c'est le drame de cette maladie, c'est qu'on arrive à traiter par des médicaments immunosuppresseurs l'aplasie médulaire et à la supprimer complètement, mais on comprend encore très mal pourquoi cette maladie peut évoluer dans certains cas vers des formes tumorales, des formes cancéreuses qui sont les leucémies aiguës. Alors heureusement, ça ne concerne pas la majorité des patients. Heureusement, on a l'allogreffe qui permet d'éviter cette évolution en remplaçant complètement le système hématopoïétique. Mais pour nous, c'était une question centrale de comprendre le lien entre ces deux pathologies et pourquoi on a ce risque évolutif. Alors ici, vous avez un schéma un peu plus compliqué encore qui essaie de vous résumer un petit peu ce qu'on sait actuellement de la réponse immunitaire anormale qui se développe dans les aplasies médulaires. Pourquoi et comment un patient qui a au départ une moelle saine, du jour au lendemain, va commencer à détruire sa propre moelle osseuse. Et donc, il y a eu pas mal d'études par le passé avec des approches classiques qui se sont intéressées à différentes cellules immunitaires, notamment des cellules qu'on appelle les lymphocytes CD8, d'autres qu'on appelle les lymphocytes CD4, d'autres qu'on appelle les lymphocytes NK, et qui se sont intéressés à la façon dont ces cellules peuvent infiltrer la moelle osseuse des patients et comment elles peuvent être amenées à détruire parfois les cellules souches hématopoïétiques et à induire une réponse immunitaire qui aboutit à l'aplasie médulaire. La grande question, c'est pourquoi du jour au lendemain, ces cellules se retournent contre un patient et vont attaquer ces cellules souches qui sont représentées ici. Alors ça, on n'a toujours pas la réponse. Il y a eu quelques études, il y a eu une étude en particulier qui s'est demandé s'il n'y avait pas un lien avec des infections virales, et notamment si le système immunitaire, une fois qu'il reconnaît un certain virus, ne pourrait pas reconnaître une molécule très proche sur les cellules souches et se mettre à attaquer par erreur les cellules souches hématopoïétiques. Ça, c'est une première hypothèse, mais ça n'explique probablement pas tous les cas. On sait qu'il y a probablement aussi un rôle des lymphocytes B qui sont très impliqués dans l'auto-immunité, mais on n'a jamais réussi à identifier précisément quelle était la cible sur la cellule souche, c'est-à-dire contre quoi ce système immunitaire se dirige, quelle est la cible qui est attaquée sur les cellules souches. Et ça, actuellement, ça reste encore un des grands mystères qu'on essaie d'élucider. La deuxième chose, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé à ce système immunitaire pendant des années en se disant c'est une maladie auto-immune, mais on s'est moins intéressé à la cellule souche hématopoïétique. Est-ce que cette cellule souche, elle possède elle-même un défaut qui pourrait favoriser la réponse immunitaire anormale? Est-ce que c'est une maladie qui est uniquement immunitaire ou est-ce que finalement la cellule souche, elle aussi, est malade? Et ça, c'est la deuxième grande question, parce qu'on a pu montrer dans ces cellules souches hématopoïétiques qu'il y a quelques anomalies. Il y a des télomères, c'est-à-dire l'extrémité des chromosomes, qui sont raccourcis de façon anormalement importante par rapport à l'âge des patients. Donc il y a quelque chose qui se passe dans la cellule souche hématopoïétique, qui est indépendant de la réponse immunitaire et qui pourrait expliquer l'évolution vers des aplasies médulaires. Il y a l'HPN, cette mutation de la cellule souche, qui est très liée à cette réponse immunitaire, sans qu'on sache faire le lien entre les deux. Et puis on a montré également qu'il y avait des molécules qu'on appelle les molécules du HLA, c'est un peu la carte d'identité génétique, c'est des molécules très importantes qui présentent
les antigènes à la surface d'une cellule au système immunitaire qui sont perdus chez certains patients, et c'est probablement un mécanisme d'échappement que trouve cette cellule pour résister au système immunitaire qui l'attaque. Donc il n'y a pas des défauts uniquement du côté immunologique, il y a des défauts qui sont aussi des défauts de la cellule souche hématopoïétique. Et donc la grande question qui se pose, quand on voit la complexité de ce système, parce qu'évidemment je vous parle de plein de populations que vous connaissez peut-être plus ou moins, voire peut-être que vous ne connaissez pas du tout, ce qu'il faut retenir, c'est que la moelle osseuse, c'est un organe qui est extrêmement hétérogène. C'est-à-dire que sur l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, où il y a plein de cellules dans les loges, en fait, il y a plein de cellules immunitaires mélangées à des cellules souches hématopoïétiques qui ont différents phénotypes, différents rôles, et que pour comprendre ce qui se passe dans la moelle, on ne peut pas se focaliser uniquement sur une des populations. On a besoin de comprendre globalement comment se coordonne l'ensemble de ces cellules et les interactions qu'elles établissent entre elles. Et donc ça, c'est vraiment la grande question qu'on essaie de se poser au cours du projet, que Sophie va vous présenter. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps. Donc globalement, notre projet, c'est de se dire, on a des patients sains, des sujets sains, on a des patients qui ont une aplasie, et on sait qu'au sein de ces patients, la majorité vont être traités par des immunosuppresseurs, mais dès le diagnostic, et ça c'est un travail que Régis avait publié il y a quelques années, on a déjà 30% des patients qui sont porteurs de mutations dans leurs cellules souches hématopoïétiques. Pourquoi ces mutations sont là? Est-ce qu'elles sont liées à la réponse immunitaire? Est-ce qu'elles induisent la réponse immunitaire? Est-ce qu'elles sont complètement indépendantes? On ne sait pas. Est-ce qu'elles favorisent l'évolution vers une leucémie plus tard? Ce n'est pas évident non plus. Par contre, elles sont là de façon très fréquente et on ne sait pas pourquoi, puisque à âge égal, c'est des mutations que normalement on ne voit pas dans une population qui n'est pas porteuse d'aplasie médulaire. On sait que les patients vont être traités et puis ensuite, après traitement, ces mutations, elles représentent 60% des patients. Donc c'est-à-dire que 2/3 des patients qui ont été traités par des immunosuppresseurs ont des mutations dans l'ADN au sein des cellules souches hématopoïétiques et à ce jour, on ne sait toujours pas pourquoi ces mutations sont là et si elles ont un rôle à jouer dans la maladie. Donc notre objectif, et c'est ce que Sophie va vous dire, c'est d'essayer de comprendre s'il y a un lien entre la réponse immunitaire anormale et l'évolution plus tard vers ces leucémies. Est-ce que c'est la réponse immunitaire qui, en stressant la moelle, favorise l'évolution vers une maladie cancéreuse? Est-ce que cette maladie, elle préexiste et elle va juste être un moyen d'échappement au système immunitaire? Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, on essaie de comprendre ce lien. On essaie de comprendre pourquoi les patients qui ont une HPN sont aussi fréquemment associés à l'aplasie médulaire et si finalement l'HPN ne serait pas un mécanisme pour échapper à l'aplasie médulaire, une sorte de mécanisme de résistance. Et finalement, essayer de comprendre le rôle qu'ont ces mutations qui sont présentes dans la cellule souche hématopoïétique. Est-ce qu'elles ont un lien avec la réponse immunitaire anormale qui aboutit à l'apparition d'une aplasie? Est-ce qu'elles ont un lien avec le risque d'évolution vers une leucémie? C'est des questions auxquelles actuellement on n'a pas la réponse et que notre laboratoire essaie de résoudre par les approches que Sophie va vous montrer. Donc, je vais passer la main à Sophie pour qu'elle vous présente son projet. Et vous allez voir, c'est directement l'application de ces collections biologiques qui sont constituées avec le centre de référence et avec RIM. Ces prélèvements de sang, de peau, de moelle osseuse, pour nous, c'est extrêmement précieux et c'est la seule façon d'avancer dans la compréhension de ce qui donne cette maladie et qui peut faire que cette maladie évolue parfois plutôt mal, parfois plutôt très bien. Alors, on a besoin de comprendre ce qui se passe en termes biologiques pour pouvoir proposer des nouveaux traitements, des nouveaux outils diagnostiques et sans ces prélèvements, on ne pourrait pas le faire en recherche. Donc, je vais vous passer la main à Sophie qui va vous présenter son travail. Merci beaucoup. Alors, quand on pense à un projet de recherche scientifique, la première étape, c'est de se poser la question. Quelle est la question de l'objet de recherche? Donc ça, c'est ce qu'a présenté David. Et après, une fois qu'on a la question, il faut formuler des hypothèses. Donc là encore, David l'a présenté. Maintenant qu'on a notre question et qu'on a notre hypothèse, quelle méthodologie on va utiliser pour essayer de répondre à ces différentes questions? Donc nous, la première étape, c'est on a voulu justement utiliser la biobanque RIM que peut-être certains d'entre vous connaissent, peut-être certains d'entre vous ont participé. Comme l'a présenté juste avant Michael Losky, il y a de nombreux échantillons qui composent cette biobanque. On a beaucoup d'échantillons sanguins, de prélèvements de peau et de prélèvements de moelle osseuse, des prélèvements médulaires. Et c'est ces prélèvements qui vont nous intéresser pour notre projet. On a identifié 31 patients qui ont des prélèvements de moelle osseuse, donc médulaires au diagnostic et au cours du suivi, ce qui fait à peu près une centaine d'échantillons qu'on va pouvoir utiliser pour notre recherche. Donc on vous en remercie beaucoup si vous participez. C'est grâce à ce type d'échantillons que la recherche peut avancer.
Donc à partir de là, on a décidé d'orienter notre projet sur 3 axes. Et je vais commencer par vous présenter le premier axe, c'est-à-dire le Work Package numéro 1. Comme l'a dit David, on a vu qu'il y a une réponse immunitaire globale qui s'active dans l'aplasie médulaire, mais on ne sait pas comment cette réponse immunitaire est orchestrée. Et donc on voudrait utiliser une technologie qui est déjà bien implantée dans le laboratoire pour essayer de comprendre comment fonctionne le système immunitaire et pourquoi il s'attaque aux cellules souches hématopoïétiques. Donc la technique qu'on voudrait utiliser, c'est une technique de séquençage qui est dite en cellules uniques. Donc directement, les échantillons médulaires donc de moelle osseuse des patients vont être mis en contact avec des anticorps, ce qui va permettre d'obtenir l'identité précise des populations immunitaires. Est-ce que notre cellule, c'est un lymphocyte T, un lymphocyte NK, une cellule myéloïde, un monocyte? Il y a plein de cellules immunitaires différentes qui composent la moelle osseuse, ou est-ce que c'est une cellule souche hématopoïétique? Une fois que notre cellule elle est mise en contact avec l'anticorps, elle va passer dans un système de microfluidique donc microscopique, une technologie assez avancée qu'on a pu avoir dans le laboratoire et qui va permettre l'encapsulation des cellules, une cellule unique avec son anticorps dans une microbie lipidique. Donc c'est ça qu'on appelle la technique en single cell ou en cellule unique. Quand notre cellule elle est dans sa microbie lipidique, elle va être lysée, ce qui va nous permettre de récupérer l'information génétique, et cette information génétique elle va être séquencée. Après le séquençage, il y a une étape de contrôle qualité pour éliminer éventuellement les microbilles où il y a eu 2 cellules ou les microbilles qui sont complètement vides. Et une fois qu'on a notre matrice de données, on va pouvoir réaliser des analyses grâce à de nombreux outils bioinformatiques et essayer de comprendre comment est orchestrée justement cette réponse immunitaire. Donc ça, c'est le premier axe de notre projet. Une fois qu'on a décidé la méthodologie, l'axe de projet, il faut qu'on anticipe exactement quelles étapes vont être nécessaires pour mener à bien cette expérience. Donc la première étape, ça a été de se poser la question justement quels anticorps on va choisir. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était identifier toutes les populations immunitaires qui peuvent composer la moelle osseuse, mais également les cellules souches, très très immatures, et celles qui sont progressivement en train de devenir différentes cellules du sang, les plaquettes, les globules rouges et les globules blancs. Donc on a choisi un panel de 76 anticorps au total pour bien identifier ces différentes populations que vous pouvez voir ici. Et le problème de ce type de panel, c'est que pour pouvoir être identifié au moment du séquençage, il faut que les anticorps ils soient tagués avec des nucléotides. Donc c'est exactement les mêmes nucléotides que ceux qui composent notre ADN, A, T, G, C. Et donc ça entraîne un certain coût. Et on a pu acquérir ce panel d'anticorps grâce à votre soutien financier, donc la Fondation HPN France, la HPN Solidarité et Fondation Maladies Rares. Et ça, on vous en remercie beaucoup. C'est grâce à ce type de soutien que la recherche peut avancer. On en vient au deuxième axe de notre projet, c'est celui sur lequel on travaille le plus activement en ce moment, qui est le Work Package 2, où cette fois, on veut vraiment comprendre pourquoi les patients ont des mutations somatiques, y compris des patients jeunes au diagnostic, et quel est l'impact de ces mutations. Donc là encore, il a fallu se poser la question, quelle technique expérimentale on va utiliser pour répondre à cette question. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADN, c'est quelque chose qui est en fait très long. Si on déroule un ADN d'une cellule, ça fait à peu près 2 mètres. Et il est tout enroulé dans une cellule qui est microscopique. Pourquoi ? Parce qu'il est enroulé autour de nucléosomes, des petites protéines comme ça. Et donc il est tout enroulé, ultra compacté, et ça forme un chromosome. Donc nous, on veut accéder aux mutations somatiques qui sont toutes enroulées de façon très petite comme ça au sein d'une cellule microscopique, mais on veut aussi accéder aux informations que transmet cet ADN. Donc l'ADN, par moment, il va s'ouvrir pour pouvoir permettre l'encodage d'un ARN messager, et c'est cet ARN messager qui va transmettre l'information génétique à la cellule pour les différents fonctionnements cellulaires quotidiens qu'on peut avoir. Donc nous, la difficulté, c'était qu'il fallait qu'on arrive à obtenir l'information de l'ADN, qui est très compacté, et de l'ARN, c'est-à-dire le message qui a été encodé. On a décidé d'utiliser une technique très innovante qui, pour le coup, n'est pas encore implantée dans le laboratoire et qui a été décrite assez récemment dans une grande revue anglaise par des collègues new-yorkais. Et là encore, c'est pour ça que cette technique nous a séduits, ils se sont appuyés sur la technique de microfluidique que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là encore, la cellule, on va obtenir les données ADN en mettant l'ADN en contact avec un agent physico-chimique qui est un apparenté lithium et qui va permettre de détruire la protéine qu'on ne voit pas bien ici, mais qui est le fameux nucléosome autour duquel l'ADN est enroulé.
Et une fois qu'on a notre ADN qui est déroulé, on récupère avec l'ARN, donc le messager qui transmet le fonctionnement à la cellule, et on utilise le même système de microfluidique que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une cellule va être encapsulée dans une microbie lipidique, et on récupère ces données-là pour le séquençage. Donc cette fois, cette technique, elle n'était pas encore implantée au laboratoire. Elle a été développée sur un tissu cancéreux cérébral qui s'appelle le glioblastome, donc des cellules qui sont complètement différentes que les cellules de moelle osseuse. Et nous, il a fallu qu'on adapte ce protocole à nos échantillons de moelle osseuse. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé beaucoup les 6 derniers mois. Ça s'appelle de l'optimisation. Et on essaie de faire notre protocole pour nos échantillons médulaires. Donc, quelles ont été, par exemple, les différentes étapes d'optimisation ces 6 derniers mois? La première étape, ça a été de modifier complètement la technique de lavage des cellules. Les échantillons médulaires, quand on les récupère pour qu'ils soient conservés dans le temps, ils sont congelés, soit à moins 80, soit même dans de l'azote encore plus froid. Et lors des décongélations, il faut faire de nombreuses étapes de lavage, et ça entraîne beaucoup de stress cellulaire, voire ça peut détruire les cellules. Et donc on a acquis dans le laboratoire un nouveau système de lavage en flux laminaire, un lavage un peu particulier. Et ça aussi, cette machine, on a pu l'acquérir grâce à une association de patients, l'association EGMOS, que vous connaissez peut-être, qui est l'association d'entraide aux patients allogreffés. Et on les en remercie vivement. Et un exemple d'optimisation, ça a été de savoir combien de temps il faut mettre en contact l'agent physico-chimique sur nos cellules de moelle osseuse pour obtenir des noyaux de bonne qualité. Et donc là, c'est un exemple de test qu'on a réalisé dans le laboratoire. Est-ce que c'était 2,5 minutes, 3,5 minutes, 5 minutes, 10 minutes? Voilà, c'est toutes les étapes d'optimisation justement qu'on doit réaliser pour obtenir le protocole le plus adapté à nos échantillons. Donc ça, c'était le Work Package 2. Et on en vient à la dernière étape de notre projet, le Work Package 3, où là, cette fois, on voudrait vraiment observer directement comment fonctionnent les cellules souches, c'est-à-dire comment elles prolifèrent et comment elles se différencient, c'est-à-dire comment elles deviennent progressivement les différentes cellules du sang. Ça, on n'a aucune idée de comment ça se passe pour les patients qui ont une aplasie médulaire acquise. Et il se trouve qu'à Paris, à l'Institut Curie, il y a un laboratoire, le laboratoire du docteur Leïla Perrier, qui a développé un protocole, déjà sur de la moelle osseuse, pour observer directement ces cellules souches. Alors comment ça fonctionne? Les cellules souches vont être observées directement en microscopie, donc on va regarder comment elles prolifèrent, comment elles se différencient. On va les laisser en culture pour vraiment leur laisser le temps de proliférer, puis on va observer leurs mutations pour là aussi essayer de corréler les mutations qu'on retrouve au comportement des cellules souches. Donc ça, c'est un travail en collaboration avec l'Institut Curie qui a déjà commencé. Ils ont déjà eu accès à certains prélèvements de la biobanque RIM. Et là, justement, ils sont en cours d'analyse des premiers passages des cellules dans le protocole. Donc voilà les différentes, le travail qu'on a actuellement dans le laboratoire. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de mieux comprendre le lien entre immunité anormale, mutation somatique et ensuite même évolution vers la leucémogénèse, en se disant que plus on comprend la physiopathologie de cette maladie, plus on peut identifier des cibles thérapeutiques potentielles. Et un autre objectif, c'était que le service de transplantation à Saint-Louis est vraiment un service expert sur le domaine de l'aplasie médulaire et de l'HPN. Sur le plan national, sur le plan international, il y a de nombreux essais cliniques auxquels vous avez peut-être participé, mais il manquait cette valence recherche fondamentale qu'on essaie d'implanter et ensuite de pérenniser. Donc je remercie bien sûr le service clinique sans qui tous ces travaux ne pourraient pas aboutir. Bien sûr, le centre de référence et tout le management de la biobanque RIM sur lequel se base complètement notre travail. Notre équipe qu'a présenté David, donc le laboratoire qui est aussi basé à l'hôpital Saint-Louis. Et bien sûr, vous, les patients, pour vos dons, pour le fait de participer à la biobanque RIM et le soutien financier qui permet de financer tous ces projets de recherche. Et sans argent, on ne pourrait pas faire tout ça. Donc merci beaucoup. Je vous invite à... Ah non, au contraire, aller là-bas, parce que avant la séance de questions-réponses, il y a Adèle, Priscilla et Sophie qui doivent monter sur scène. L'association HPN France s'est intéressée au projet de Sophie, Dr Sophie Legrand, qui nous a exposé, recommandé par le professeur Régis Péfaux de la Tour. Et puisque c'est la recherche, c'est un monde inconnu. Et nous, le rôle de notre association, c'est la principale mission, c'est financer la recherche. Et puisque ça parle de l'aplasie, comment elle va évoluer vers d'autres maladies et connaître l'HPN. Donc,
l'association fait un chèque à Dr Sophie Legrand de 28 000 €. On va profiter pour vous remercier alors à nouveau. Un grand merci. Et nous faisons un don de 7 000 €, du coup, l'association HPN Solidarité. C'est grâce aux membres de l'association et les donateurs qui sont présents. Oui, bonjour à toutes et à tous. Priscilla Michon-Duquesne, je suis vice-présidente donc, de l'association HPN France aplasie médulaire. Donc je me joins à Adèle et Stéphanie donc, pour adresser toutes nos félicitations donc, au docteur Legrand. Parce que votre projet a été sélectionné vraiment pour tout le potentiel qu'il représente, pour améliorer en fait la compréhension des liens entre l'HPN et l'aplasie médulaire. Et ça, c'est vraiment essentiel et bénéfique à tous les patients. Et donc, bravo à vous. Donc, sachez que nous vous soutenons pleinement et nous avons donc votre confiance vraiment en vos travaux. Et voilà, bonne réflexion. Un grand merci pour ces bourses. On est toujours très content de voir que les projets plaisent et c'est très stimulant pour nous de voir cet enthousiasme et on espère pouvoir vous présenter des résultats le plus tôt possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi j'ai une question très naïve, elle risque même d'être très bête. Vous avez parlé des échantillons biologiques de peau. C'est quoi le rapport aplasie médulaire, HPN et la peau ? Alors, ces échantillons ils peuvent être très précieux. Effectivement, ce n'est pas intuitif comme ça. Quand on regarde des mutations dans la moelle, on ne sait jamais si ces mutations, c'est des mutations dont le patient était porteur à la naissance, donc des maladies génétiques, ou si ces mutations sont apparues au cours de la vie et sont associées à l'apparition de la maladie. Et donc, une des seules façons qu'on a de savoir si une mutation est dite acquise, c'est-à-dire si elle est apparue au cours de la vie, ou si on est né avec, c'est-à-dire si on a une maladie génétique, c'est de regarder si on trouve la même mutation dans de l'ADN d'une autre cellule. Et la façon la plus simple, c'est de prendre de la peau et de faire des cultures d'une cellule qui est sous la peau, qu'on appelle le fibroblaste, et de regarder si on retrouve ces mutations dans les fibroblastes. Et si c'est le cas, ça veut dire que très probablement, la mutation est présente dans tout l'organisme, et donc on est né avec, on a une mutation dite génétique, germinale, c'est-à-dire une mutation avec laquelle on est né. Et ça va s'opposer à ce qu'on appelle les mutations somatiques qui apparaissent au cours de la vie, par exemple dans une cellule malade, ou comme dans un cancer par exemple, on va voir apparaître des mutations ponctuellement. Ces mutations, elles sont apparues au cours de la vie, elles sont parfois associées à l'évolution de la maladie et surtout elles ne sont pas transmissibles. Et ça c'est aussi très important pour les patients parce que c'est souvent une question qu'on a quand nous on parle de mutations en hématologie de façon générale, que ce soit dans l'aplasie, l'HPN ou n'importe quelle maladie comme les leucémies. Souvent, une des premières interrogations qu'ont les patients, c'est est-ce que je risque de le transmettre à mes enfants ? Et le fait de savoir qu'une mutation est apparue au cours de la vie, ça exclut cette possibilité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'est pas né avec et on ne le transmettra pas. C'est juste dans certaines cellules. Et les biopsies de peau, elles servent à ça. Elles peuvent paraître un peu invasives parfois, un peu loin de la maladie, mais elles servent à prouver le fait qu'une mutation n'est pas transmissible à la descendance, qu'une mutation a été acquise au cours de la vie et pas une mutation avec laquelle on est né. Donc c'est le sens de ces biopsies qu'on fait très souvent aux patients au moment où on diagnostique la maladie. Merci beaucoup. Adèle ? La plupart des patients, quand ils tombent malades, quand ils font une biopsie et ainsi de suite, les médecins ils leur disent, voilà, pour l'aplasie, ils ne disent pas aplasie médulaire acquise, ils disent directement aplasie médulaire idiopathique. Tous les patients qui sont membres de l'association, ils ne connaissent pas le mot acquise. Même si c'est acquise, c'est HPN et d'autres. Mais comment les médecins, à part le centre de référence, maintenant on parle aplasie médulaire acquise, les hématologues, est-ce que c'est un vocabulaire qu'on doit garder aplasie médulaire idiopathique qui n'a pas de cause, ou on va dire aplasie médulaire acquise pour les gens qui sont aplasie médulaire idiopathique ? Peut-être que je mélange les choses. Je vais donner mon opinion personnelle. Régis a peut-être une version différente. Je pense qu'on devrait dire aplasie médulaire acquise. Parce que idiopathique, effectivement, ça sous-entend qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe, qu'on n'a aucune idée de la cause. Alors, c'est un peu vrai, mais on sait quand même que c'est immunologique lorsqu'on est dans des maladies comme celle-ci, comme l'aplasie acquise. Et surtout, ça fait la différence avec ce qu'on appelle les aplasies médulaires constitutionnelles, qui sont les formes qui sont liées à des maladies génétiques héréditaires.
et dont le mécanisme, la biologie, est radicalement différente. Et d'ailleurs, tout l'enjeu du diagnostic, du bilan énorme qu'on fait au moment du diagnostic de l'aplasie, c'est justement de distinguer ces formes-là, parce qu'elles vont se manifester de la même façon chez les patients. Il n'y a plus de cellules dans le sang, la moelle est vide. Mais nous, comme ça, quand on voit le patient la première fois, on ne peut pas tout de suite savoir si c'est quelque chose qui est lié à une réaction immunitaire anormale, comme c'est le cas dans les aplasies acquises, ou si c'est lié à une mutation génétique qui a été transmise dans la famille. Et il faut savoir que parfois, dans une famille où il y a plusieurs personnes porteuses de cette mutation, ça va être parfois la première fois où on va découvrir la mutation chez le patient à travers l'apparition de l'aplasie médulaire. Moi, j'ai eu le cas, malheureusement, chez un patient comme ça, où on l'a découvert même au stade de leucémie. On s'est rendu compte qu'on était dans une situation où c'était une dyskératose congénitale. C'est en fait une famille dans laquelle plusieurs personnes étaient porteuses de la mutation, mais la seule personne qui avait développé jusqu'à maintenant une maladie était le patient qu'on avait avec nous. Mais ça a permis aussi de faire un diagnostic génétique chez les autres personnes de la famille, notamment chez ses frères et sœurs. Donc c'est très important pour nous de distinguer ces deux grandes catégories de maladies, parce que le traitement ne va pas être le même. Ça ne sert à rien de mettre des traitements immunosuppresseurs chez quelqu'un qui a une maladie génétique. On sait que le seul traitement dans ces cas-là, ça va être potentiellement la greffe. Et à l'inverse, dans l'aplasie médulaire acquise, on sait que les traitements immunosuppresseurs peuvent avoir un intérêt. Alors moi j'ai tendance à dire acquis, parce que c'est quelque chose, on comprend mieux que c'est quelque chose qui est apparu, par opposition à idiopathique, qui est un terme un peu plus général qu'on utilise en médecine, qui veut dire qu'on ne sait pas très bien pourquoi il y a la maladie. Or, maintenant, on sait quand même que c'est lié à une réaction immunitaire, même si on ne sait pas encore pourquoi cette réaction immunitaire apparaît. Je voudrais juste poser une question. Je suppose que ça a été étudié, mais je voudrais quand même la poser. Est-ce qu'il n'y a pas une relation avec des vaccins ? Depuis la petite enfance, je ne parle pas des derniers vaccins comme la Covid, etc., mais depuis la petite enfance, où l'on fait un certain nombre de vaccins toute notre vie, est-ce qu'il a été étudié peut-être le fait que ça puisse jouer sur certains patients au développement de la maladie ? Alors c'est étudié, parce qu'il y a pas mal d'études qui s'intéressent aux facteurs qui peuvent prédisposer à l'aplasie médulaire ou qui peuvent favoriser l'apparition des aplasies médulaires. Et autant il y a eu des données sur certaines infections virales, autant sur les vaccins, il n'y a aucune association entre le fait d'être vacciné et le fait de développer plus tard une aplasie médulaire. Donc c'est une association qu'on n'a pas retrouvée du tout dans la littérature. On sait par contre que l'aplasie médulaire, c'est une maladie qui est associée à d'autres maladies auto-immunes. Par exemple, on sait qu'il y a un lien avec des hépatites auto-immunes, des maladies du foie, parfois avec des maladies de la peau aussi, qu'on appelle la fascite de Schulman. Donc on a une ambiance, on va dire, auto-immunitaire dans cette maladie, qu'on ne retrouve pas systématiquement, ce n'est pas l'association la plus fréquente, mais en tout cas, ce sont des associations assez bien décrites, mais pas d'association avec les vaccins, non. Bonjour, merci. J'ai une petite question. Donc, moi, je suis porteuse de la maladie HPN avec un début d'aplasie médulaire et j'ai également une néphropathie à IgA. Donc, c'est toute la problématique. J'ai une question. Si malheureusement la partie, ma maladie rénale s'aggrave, il y aurait une indication à la transplantation rénale. Est-ce que du coup ça pourrait aggraver l'aplasie médulaire, accélérer une aplasie médulaire, et est-ce que ce serait une contre-indication à la greffe de moelle osseuse ? Merci. Alors, on part un peu sur des considérations plus médicales. Je ne sais pas si c'est l'endroit, mais en tout cas, de façon plus générale, ce que je peux vous dire, c'est que le fait de faire une greffe d'organes ne risque pas d'aggraver à proprement parler l'aplasie médulaire. Au contraire, on va utiliser des immunosuppresseurs dans une greffe d'organes, et c'est aussi le traitement de l'aplasie médulaire. Ce n'est pas les mêmes, tout à fait, mais il n'y a pas de raison de forcément contre-indiquer une greffe d'organes si on en a besoin et qu'on a une aplasie médulaire. La deuxième question, c'est est-ce que ça empêche une greffe de moelle osseuse ? Pas forcément non plus. On a très souvent, il ne faut pas exagérer non plus, mais en tout cas c'est une situation qui n'est pas rare, qui existe, de patients qui ont eu plusieurs greffes, des greffes de moelle et des greffes d'organes. C'est quelque chose qui est possible. Sur le plan immunitaire, ça fait 3 systèmes immunitaires qui cohabitent ensemble, mais c'est des choses qu'on peut faire et qu'on fait encore. Et moi j'ai personnellement des patients qui ont reçu des greffes d'organes et une greffe de moelle et qui vont très bien. Donc ce n'est pas du tout impossible. Ça nécessite par contre beaucoup de coordination entre les médecins, entre les équipes de transplantation rénale par exemple, les équipes d'hématologie pour la greffe de moelle, parce que justement il faut travailler ensemble pour les complications, pour gérer les immunosuppresseurs, etc. Mais ça reste des choses qui sont faisables. Juste avant de revenir sur les questions en salle, moi j'avais une question pour le docteur
plus sur le côté recherche, pour le degré langue. Vous avez parlé des 3 grands work packages, les 3 étapes. Est-ce que c'est en parallèle, c'est détaché les unes des autres? Et au final, en fait, ma vraie question, c'est combien de temps ça dure et on a des résultats quand? L'objectif, c'est de... Si, la pauvre, tout le monde lui pose la question. L'objectif, c'est de faire ça en 3 ans. Donc, s'il y a quand même une deadline qu'on va absolument essayer de respecter. Et oui, on fait plutôt ça en parallèle, plutôt pour un problème technique qui est qu'on n'a pas non plus beaucoup d'échantillons. C'est une maladie qui reste rare. Et donc, à partir d'une seule ampoule, il faut qu'on arrive à être le plus efficace possible et de faire les 3 work packages, si possible, simultanément. Donc, par exemple, pour l'axe 1 et 2 qui utilisent le même système de microfluidique, l'objectif, c'est que je travaille conjointement avec Margot Fernandez, qui avait été présentée au tout début du diaporama, et qu'on se partage le travail en 2 pour vraiment... parce qu'on ne peut pas faire ça sur une expérience et une journée, donc je ne pourrais pas faire moi toute seule les 2. Donc vraiment qu'on se partage ce travail-là. Et le Work Package 3, il est réalisé à Curie. Donc là aussi, il est réalisé en parallèle. Donc l'objectif, c'est de vraiment faire toute la partie technique sur la prochaine année. Et après, le gros du travail, c'est aussi l'analyse des résultats. Et ça prend beaucoup de temps. Et ça, il faut anticiper ce temps-là aussi. Oui, bonjour. J'ai une question que je me pose depuis que c'est arrivé à mon fils, toute cette histoire, la plasie médulaire idiopathique au début. Et c'est de savoir, est-ce que vous étudiez ou est-ce que ça a déjà été étudié l'état psychologique des cohortes de patients? Est-ce qu'on a déjà étudié est-ce qu'il y a déjà eu, on étudie les cellules, tout ce qui est physiologique, mais est-ce qu'on a déjà étudié l'aspect psychologique et le démarrage de ces maladies? Est-ce qu'on a déjà étudié chez les patients, est-ce qu'on a déjà posé des questions sur est-ce qu'ils étaient en pleine séparation, est-ce que leurs parents étaient en train de se séparer, est-ce qu'il y avait une autre maladie dans la famille, est-ce qu'il y avait à l'école des problèmes de harcèlement, n'importe quoi? Est-ce qu'on a déjà étudié cet aspect-là des patients? Si je résume un peu, c'est ce qu'on entend souvent dans les maladies auto-immunes où le facteur stress pourrait déclencher la maladie. Alors, est-ce que le stress déclenche la maladie? Ça, c'est une question qui est toujours un petit peu difficile. Parce qu'on arrive toujours, quand on diagnostique une maladie, à identifier une situation de stress récente. Est-ce qu'elle est liée? Est-ce qu'elle n'est pas liée? Est-ce que c'est une coïncidence? Ça, c'est un peu difficile de répondre. Par contre, je pense que derrière votre question, il y a surtout la question de la qualité de vie, de l'impact de la maladie sur le quotidien, sur l'état psychologique des patients, parce que c'est une annonce qui est lourde, c'est un changement du quotidien, c'est un parcours de soins qui est très différent. Alors nous, là, on parle de projets qui se font en laboratoire, qui sont effectivement très cellulaires, mais c'est l'objet des études cliniques, par contre, qui sont menées par le centre de référence. Donc peut-être que Isabelle ou Régis, vous avez en tête les études qui sont actuellement en cours sur le plan qualité de vie et diagnostic, mais ça, effectivement, c'est très important. Je ne sais pas si tu veux rajouter un mot. Parce que ça fait partie de la prise en charge des patients. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'un côté, traiter uniquement le côté biologique, mais ne pas tenir compte de l'impact psychologique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les ateliers sophrologiques, il y a tous les questionnaires de qualité de vie que les patients sont amenés à répondre, parce qu'on sait que ça a un impact et qu'il faut aussi prendre ça en charge et pas uniquement le côté médical ou biologique pur. Merci David. Non, c'est bien sûr qu'on regarde. La seule chose, c'est que c'est très très compliqué parce que y a plein de facteurs, que c'est très subjectif. Et que finalement les associations avec l'apparition de la maladie ne sont pas toujours faciles à identifier, ce d'autant plus qu'on n'a pas forcément de groupe contrôle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas finalement les personnes qui ne développent pas la maladie, comment elles sont sur le plan psychologique, et finalement si on a le même événement, parler d'une séparation par exemple, c'est pas tous les enfants qui vivent une séparation qui vont développer une aplasie. Donc tout ça est très compliqué à analyser, on est vraiment très actif sur le sujet, notamment au niveau international, mais il y a une subjectivité à toutes ces données de qualité de vie qui sont très difficiles à analyser au juste poids de chaque donnée. Mais on y travaille, ça c'est sûr qu'on y travaille. Et que c'est très important. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Alors nous, notre fille a été diagnostiquée à HPN il y a à peu près 1 an. Ma question concerne le début de votre présentation, je crois, docteur Legrand, c'est-à-dire que vous aviez expliqué que le greffon, quelque part, vos études permettaient d'étudier en fait les patients qui pourraient accepter ou non, en tout cas, si j'ai bien compris, la greffe. Ma question est la suivante, est-ce que
dans le déroulé de votre présentation, vous avez expliqué ensuite HPN, aplasie médulaire et potentiellement les cas de leucémie. Est-ce que, si on mélange les deux études, c'est une question de béotien certainement, mais est-ce que la greffe sur les patients dont vous êtes certain qu'ils ne feront pas de rejet n'est pas mieux, potentiellement, je ne sais pas, que d'attendre une potentielle évolution de la maladie vers... voilà. Est-ce que le rapport risque... vous voyez ? Je ne sais pas si ma question était claire, mais... Alors si, c'est clair, et c'est une question centrale en médecine, c'est-à-dire qu'on évalue toujours, avant de choisir un traitement, justement la fameuse balance bénéfice-risque. Et l'allogreffe, ça reste quand même une thérapeutique qui est lourde, c'est une hospitalisation qui est longue, qui n'est pas dénuée d'effets secondaires. Donc quand on peut avoir des traitements immunosuppresseurs, là c'est dans l'aplasie médulaire ou dans l'HPN des inhibiteurs du complément à proposer, on choisit quand même cette option. En revanche, si on a la moindre alerte, avant qu'il y ait une leucémie aiguë, il y a des premiers signes quand même, c'est pour ça qu'on fait régulièrement des prélèvements de moelle osseuse. Quand on a des alertes, c'est là où très vite on discute d'une autre thérapeutique, ou dès le début dans certains cas. Mais cette question du rapport bénéfice-risque, elle est toujours évaluée, ça c'est sûr. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, c'est ça. Effectivement, dès le diagnostic, c'est la discussion que vont avoir les médecins entre eux, et c'est l'objet des discussions des RCP nationales qui sont faites au sein du centre de référence. Quand on a la possibilité soit de greffer, soit de mettre en place des immunosuppresseurs, la question c'est est-ce qu'il y a un donneur déjà ? Est-ce qu'il y a un donneur suffisamment bon pour pouvoir faire la greffe ? Est-ce que le patient est suffisamment jeune pour supporter la greffe avec le moins d'effets secondaires possible ? Et donc une des premières discussions, comme le dit Sophie, c'est cette balance bénéfice-risque. Si on arrive à réunir les conditions pour que la greffe soit finalement la meilleure option à proposer dès le début dans l'aplasie, on va partir vers la greffe. Mais il faut réunir quand même pas mal de critères qui ne sont pas toujours réunis. Et sinon, l'autre alternative, et c'est ce qu'on fait très souvent, c'est les traitements immunosuppresseurs. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne garde pas en tête la greffe comme option dans un second temps, si on se rend compte que finalement, l'évolution, malgré les immunosuppresseurs, n'est pas bonne. Mais cette question de la balance bénéfice-risque, on l'a en permanence à l'esprit. Et c'est d'ailleurs aussi à ça que servent les études cliniques, c'est-à-dire à mieux comprendre l'évolution des patients en fonction des traitements qu'on leur a proposer à tel ou tel moment en fonction des connaissances qu'on avait, voir ce que ça a aussi donné en termes de résultats, est-ce qu'on peut trouver des pistes d'amélioration, revoir les stratégies, etc. Donc en permanence, cette discussion-là, on l'aura, et cette réflexion-là, on l'aura en tête. Merci à vous.